présentation. Je vais appeler Stéphane Simoncini, qui est responsable chez Crédit Mutuel CIC Innovation, le fonds du groupe Crédit Mutuel. Stéphane Simoncini, merci de nous rejoindre, de me rejoindre. Vous êtes d'abord, je voudrais vous remercier parce qu'avec le CIC et vous en particulier, vous êtes un habitué du FilmEd, Provence, Marseille, depuis plusieurs années et je vous en sais gré. C'est très important pour nous que vous soyez à nos côtés. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si, c'est bon. Ça fonctionne, parfait. Alors Stéphane, merci d'être là. Je sais que vous arrivez ce matin de Lyon en passant par Paris, ce qui était très logique évidemment. On remercie les lignes aériennes de ce pays. Alors je vais en profiter en direct pour charger votre présentation, qui va vous permettre peut-être de présenter CMCIC. Allez. Exactement, je vais commencer par ça, puisque là, je n'ai pas besoin de slide. Donc CMCIC Innovation, c'est une filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui a pour objectif d'investir les fonds du groupe, et non pas les fonds des clients du groupe Crédit Mutuel. Donc on est une société de capital à risque qui investit ses propres fonds. C'est hyper important de le préciser, puisque par rapport à 95% des acteurs du secteur, on n'est pas une société de gestion qui fonctionne en fonds d'investissement. Voilà, plus près de la moustache. Voilà. On est bien une société qui, comme chacun pourrait le faire, investit son propre argent. Ce qui nous donne une extrême latitude dans notre mode de fonctionnement, notamment vis-à-vis du temps, puisqu'on laisse le temps aux entrepreneurs que vous êtes de mettre en place une vraie stratégie long terme, qu'on pourrait qualifier d'industrielle. Stratégie pour vous permettre de mettre en place tout ce que vous souhaitez en fait. Donc c'est la chose la plus importante à retenir sur nous, c'est qu'on investit de nos fonds propres. Et donc on a le temps, et donc vous avez le temps. Une autre chose à retenir sur nous, c'est qu'on a au sein de notre structure un certain nombre de métiers qui permettent de vous accompagner à différents stades de maturité que vous traversez. Donc des stades les plus jeunes pour les startups, mais on va aussi jusqu'aux sociétés cotées, aux sociétés qui, sous forme de transmission, c'est-à-dire le dirigeant qui part à la retraite par exemple et qui souhaite transmettre son entreprise à ses managers, à ses enfants ou je ne sais pas. On voit d'ailleurs quelques indicateurs là, Stéphane, sur CMC, CIC Innov. Voilà, vous pouvez vous déplacer pour les commenter si vous le voulez bien. Oui, exactement. Voilà, pour mettre quelques chiffres derrière tout ça, on gère 3 milliards de fonds propres, donc c'est hyper important. Donc c'est pas des fonds qu'on est obligé de relever chaque année, c'est de l'argent qu'on a constamment en banque. Enfin en banque, sur vos comptes en banque en fait. Ça c'est ce qu'on investit en moyenne chaque année, 350 millions d'euros, ce qui fait nous le deuxième acteur français en fait derrière la BPI. On a un peu plus de 350 participations en portefeuille, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on a investi. Donc ça veut dire que quand on rentre au capital d'une entreprise, elle a de fait accès à un certain nombre d'autres chefs d'entreprise. Et je répète, ça va de la start-up au grand groupe. Et on est 145 au global, pas que chez CMCIC Innovation, mais bien chez CMCIC Investissement qui regroupe les autres métiers. Il n'y a pas que l'innovation. Dans l'innovation, on est 8. Voilà, donc ça c'est les 4 métiers. J'en dis rapidement 2 mots. L'innovation, je reviendrai un peu plus dans le détail après. Le capital développement, c'est le métier historique en France et chez nous aussi d'accompagnement des sociétés qui ont une certaine pérennité puisqu'elles sont rentables. Elles ont en général une croissance qui est toute relative, mais sur un risque qui est très faible. On a du capital transmission, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la partie transmission d'une propriété d'entreprise d'une personne à une autre. En général, on appelle ça aussi du LBO. Et on a une équipe de fusion-acquisition qui nous permet d'accompagner nos différentes participations lorsque des sujets, par exemple, de croissance externe ou d'une cession d'une partie de l'activité arrivent. On n'est pas obligé de les utiliser, mais on a la compétence en interne et donc on peut au moins les interroger, ça ne coûte rien. On a un ancien métier de gestion pour compte de tiers, puisqu'à l'époque, il y a quelques années, qui est sous forme d'extinction, on faisait ce qu'on appelle des FCPI, des FIP et autres outils de ce type-là. Stratégie qui a été mise de côté puisqu'on a préféré investir nos propres fonds et se dire on fait attention à ce qu'on fait avec notre argent et on se donne surtout le temps puisque la problématique de ces fonds-là c'est qu'ils ont une durée limitée et donc on a une période d'investissement, une période de cession et entre les deux une période d'élevage. Et donc avoir cette contrainte de temps c'est compliqué puisqu'au moment de la sortie
Si vous arrivez à nous convaincre qu'il faut rester 3-4 ans de plus parce qu'il y a un nouveau projet, un nouveau produit, je ne sais pas, une croissance externe, un sujet qui nous fait dire que notre argent est mieux chez vous qu'ailleurs, eh ben on ne peut pas le faire avec des outils comme ceci. Donc c'est un métier qu'on a arrêté. Voilà. Donc, un peu plus de détails sur nous. On fait tout chez CM6 Innovation, tout ce qui concerne l'innovation technologique. On ne fait pas les autres types d'innovation, usage et services, même si ça va venir, puisqu'on vient d'accueillir un nouveau directeur général qui est censé nous amener cette composante un peu plus, on va dire, plateforme. Donc on se rapproche de l'IT moins technologique. Ce qu'on va chercher à financer, c'est cette innovation technologique qui permet à l'entreprise de se développer, notamment à l'international, et d'en faire des leaders. On est capable d'investir jusqu'à 20 millions d'euros dans une même société. Alors pour être très honnête, on ne l'a jamais fait. On a cette capacité depuis 6 mois environ. Avant, on était limité à 5, et aujourd'hui, notre plus gros montant dans une start-up, c'est 10 millions. Ce qui est déjà beaucoup. On est ce qu'on appelle un lead. Donc, dans un tour de table qui se monte où il y a plusieurs investisseurs, on va être celui qui va prendre le lead. Pourquoi ? Parce qu'on va être celui qui fait le travail amont d'étude du projet, de la stratégie, du financement. Et post-investissement, on va être le financier qui suit et qui n'est pas là pour dire bon, on se voit tous les trimestres pour faire un petit point sur le relevé du reporting. Ce n'est pas notre mode de fonctionnement. On est là vraiment en support des chefs d'entreprise. On aime bien quand ils nous appellent notre conseil, puisqu'on est là pour leur apporter toute notre expérience qu'on a au travers de nos participations et aussi tous nos différents réseaux. Et les problématiques souvent qui sont rencontrées par le chef d'entreprise, elles ont déjà eu un écho chez nous, chez d'autres chefs d'entreprise, donc on peut expliquer ce qu'on a vu par ailleurs, les décisions qui ont été prises et les conséquences que ça a eu. Après, on remet les clés au chef d'entreprise, c'est lui qui décide, c'est pas nous. Mais voilà, au moins, voilà le type d'apport qu'on peut avoir. Et donc, techniquement, ça se manifeste par un poste dans les organes de gouvernance, quel qu'il soit. Une question intermédiaire peut-être, Stéphane. Dans vos investissements, on l'a vu, les tickets moyens, les tickets maximum, avez-vous une structure, une habitude, excusez-moi, d'investissement sur cet écosystème 06, sur Sophia? Vous êtes présent? Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors, on a été présent sur Sophia, on ne l'est plus. On a été présent jusqu'à, je crois que le dernier investissement qu'on a vendu dans la région, ça devait être en 2012, je dirais. On ne l'est plus parce qu'on n'est pas assez présent physiquement. Et comme c'est un métier dans lequel on doit être proche des chefs d'entreprise pour pouvoir au mieux répondre aux attentes, et que notre équipe qui était basée qu'à Lyon était très forte sur le quart sud-est avant, d'où notre présence à Sophia. Aujourd'hui, on a eu une période où on était présent à Lyon et à Paris, on a divisé l'équipe, et à Nantes. Et donc notre portefeuille s'est déplacé sur la région parisienne, attiré par le nombre de dossiers qu'il y avait là-bas. Et donc on avait moins de temps à consacrer à la région, ce qui n'est plus le cas puisque l'équipe grossit. On fait grandir l'équipe de Lyon, alors, toujours pour gérer le quart sud-est, et donc notre souhait c'est de revenir dans la région. Bienvenue. On fait de l'amorçage, de la création, du développement. Et alors l'amorçage nous commence quand les ventes commencent. Avant on ne sait pas faire. Tout le financement pur de la R&D en disant on ne connaît pas ce que c'est qu'un client, on ne sait pas faire. On laisse ça ce qu'on appelle en général soit les business angels, soit les fonds nationaux d'amorçage qui en général arrivent avant nous dans le financement de la startup. La création, alors on appelle création, c'est pas la création d'entreprise, c'est la création du portefeuille de clients. Si on voulait passer d'une étape à l'autre, là, en gros, on a dépassé les 10 clients qui ne sont plus les copains des chefs d'entreprise, sont vraiment on a dépassé le premier réseau des chefs d'entreprise. Et le développement, c'est des entreprises qui se rapprochent de la rentabilité ou qui l'ont atteint et qui cherchent un relais de croissance. Un relais de croissance qui peut être très divers. Ça peut être j'étais présent sur un segment, je me lance sur un autre segment, où j'avais un produit, je lance un deuxième produit, ou alors je souhaite me développer à l'international ou faire une croissance externe. Voilà, on n'est pas sur la survie de l'entreprise, on est sur l'étape d'après. Voilà, et puis les secteurs, c'est classique. Comment on juge une entreprise et qu'est-ce qu'on retient en premier? Alors ça paraît très bateau, l'équipe de management, oui. Mais oui, parce qu'on est sur des durées qui sont très longues quand on investit.
Je crois qu'on a un portefeuille qui doit avoir en moyenne 8 ans, ce qui est beaucoup, puisqu'on n'est pas sorti, hein, on a 8 ans de moyenne d'âge. Et quand on finance un projet, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le chef d'entreprise qu'on finance, lui, ne bouge pas. En revanche, le projet il évolue beaucoup. Et donc, ce qu'on veut être sûr, c'est que la personne qu'on va accompagner sera capable d'évoluer, ou plutôt de faire évoluer son produit, son offre et son positionnement au gré de ce qui peut se passer sur les différents marchés. Et donc, pour être sûr qu'on a bien, qu'on a bien le bon couple, la partie management est plus importante que la partie offre. Voilà. J'ai mis une petite carte de ce qu'on a dans le Grand Quart Sud-Est. Et comme vous voyez, effectivement, il n'y a plus rien dans cette partie-là. J'espère qu'on va retrouver des entreprises pour vous accompagner. L'équipe, voilà. Donc on est. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est à la fois aujourd'hui à Lyon, Paris et Nantes. Voilà. Très bien. Très bref. Merci pour cette présentation du fonds, Stéphane Simoncini. On va entrer dans le sujet de l'open innovation. Ça, on peut passer. Ouais, on peut passer. Voilà. L'open innovation. Alors, on a voulu aujourd'hui, avec Stéphane, vous parler d'open innovation parce qu'on considère que c'est un véritable outil, direct ou indirect, en fonction du sens où on le prend, de financement de l'equity de nos startups. J'ai souvent coutume de dire, et je vous laisse la parole Stéphane ensuite, sur le sujet, que nous passons d'une ère de l'innovation fermée, où il était convenu de déposer des brevets pour être secret, à plutôt une innovation ouverte, open innovation, où on va venir, lorsqu'on est un grand groupe de ce territoire par exemple, on va aller chercher de la R&D sur les startups de l'écosystème, et les startups de l'écosystème vont répondre dans les appels à projets. Est-ce que j'ai dit des sottises? Est-ce que c'est plutôt ça l'open innovation? Et pourquoi un fonds comme le vôtre s'intéresse à l'open innovation? Je pense que vous avez utilisé tous les mots-clés en fait. Parfait, merci. Sans répétition, on peut le dire. Non, exactement. Merci Stéphane. Donc l'open innovation, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. Ça a commencé dans les années 90. Au départ très présent pour les entreprises de la pharma, les grandes entreprises de la pharma qui ont commencé à perdre leur agilité dans leur mode de développement et qui ont commencé à racheter des entreprises de la biotech. L'objet, c'est quoi? C'est de dire, dans cette tendance de fond, des sociétés qui travaillent un peu en vase clos, de manière un peu hermétique avec l'extérieur, et qui se pensent suffisamment fortes et puissantes pour dire la R&D, on l'a fait chez nous, on l'a fait de manière, c'est un secret, on la garde, c'est l'apanage de quelques personnes ou quelques équipes, et on se protège. Tout est secret, on dépose des brevets, on fait tout ce qu'il faut pour que ce qu'on a développé, ça reste bien chez nous, puisqu'on est les meilleurs. Ça, c'est encore le cas de beaucoup d'entreprises d'ailleurs. Et après, il y a certaines autres entreprises qui, pour toute ou partie de leur R&D, disent on n'est pas les meilleurs partout. Et donc, pour essayer d'aller plus vite, essayer d'apporter un peu d'agilité dans nos process, puisque souvent on est gros, on est lourd, on est un peu bridé, et on a certaines habitudes de travail, certains codes qui sont difficiles à casser. Pour aller au-delà de tout ça, on va essayer d'aller voir là où l'agilité est la plus forte, là où les personnes n'ont pas peur d'innover, là où on n'a pas peur de lancer un nouveau business model, là où on n'a pas peur de casser tous les codes. Et là où on n'a pas peur de faire tout ça, c'est chez vous, au niveau des startups. Donc l'objet de cette R&D externalisée, c'est de dire, je ne travaille plus tout seul, je travaille avec des partenaires. Ces partenaires, on travaille en collaboration et on s'apporte l'un l'autre. Nous, on est le groupe, on apporte certains éléments et vous êtes la start-up, on apporte d'autres éléments. Qu'est-ce que recherche d'abord le groupe et comment ça se matérialise? Souvent, le groupe qui va nouer ses partenariats, il va vouloir un peu être sûr de la typologie du partenariat qu'il a et de la solidité financière de l'entreprise avec qui il va passer ce partenariat, puisqu'il va investir à titre personnel de son côté beaucoup. Et donc, ils vont faire ce qu'on appelle du corporate venture. Donc, vous connaissez ça. Alors, l'abréviation, c'est CVC, puisque les VC, c'est les venture capitalistes, et on rajoute le C pour faire corporate devant.
Et donc ces corporate ventures, l'objet, c'est de dire, on a commencé en général par investir un peu dans des startups à droite à gauche, en essayant d'accompagner un projet, un projet de manière bien précise. Le truc, c'est qu'ils s'aperçoivent avec le temps qu'ils ne peuvent pas faire ça de manière démultiplier ça à l'infini, et donc ils montrent une structure spécifique dans laquelle ils allouent des fonds, et après ces fonds, ils en font un concurrent à ce qu'on fait nous, et ils investissent chez vous. Tous les groupes, ou quasiment tous les groupes, ont leur structure. Prenez les grands groupes français, je parle des Total, les Engie, les Orange, ils ont tous leur structure de venture capital. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils cherchent ce qu'ils ne savent pas faire. Ils savent innover d'une certaine manière, et si on définissait le R et le D, ils sont très bons dans le D, mais dans la recherche et dans la rupture, ils sont moins bons. Et donc là, ils comptent sur vous. Et donc en nouant ces partenariats, ils viennent chercher de l'information, ils viennent chercher des idées. Ils viennent pas forcément piller. Ils viennent accéder à de nouveaux marchés avec des nouveaux codes qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est pas dans leur ADN. Et donc chez vous, ils voient des personnes qui sont capables de leur faire franchir ces pas là où ils sont incapables de le faire tout seuls. Dans la chaîne de valeur, qui peut être très divers et varié, ça leur permet d'aller soit en amont, soit en aval, et tout ça dans un risque qui est relativement limité, puisque c'est vous qui le prenez le risque, avec eux en support. Et ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de sujet de se dire on n'est pas assez flexible, on est un paquebot, et le faire s'orienter, on ne sait pas faire. Ils vous suivent. Vous êtes une vedette devant eux, vous leur montrez le chemin, ils vous accompagnent, ils vous financent. Ils cherchent quand même un retour financier. C'est pour ça qu'ils ont créé le véhicule. Alors, retour financier, il n'est pas que la plus-value, puisqu'il y a toute la partie qui est non matérialisable en matière financière. C'est vous apportez un accès à un marché, vous apportez des clients, vous apportez une fertilisation de portefeuille croisé. Et ça c'est difficilement matérialisable d'un point de vue purement plus-value par nous qui sommes externes. Eux savent très bien le faire. Et donc voilà. Donc le retour, c'est pas simplement vous aider vous, c'est vraiment les aider eux. Stéphane, concrètement, un groupe, citons un groupe au hasard, vous avez cité Total, Oui. Ils sont plutôt coutumiers du fait, va lancer un appel à projet. Comment ça se passe concrètement ? Il lance un appel à projet pour sélectionner les startups sur un projet de recherche particulier. Alors tous les groupes sont différents, donc on ne peut pas dire Total il fait comme ça, Ouais. Orange il fait comme ça. Ils ont tendance à avoir une remontée des projets via la partie opérationnelle. Je dis ils ont tendance parce que, je répète, tous sont différents. Donc c'est-à-dire que vous travaillez déjà avec Total, avec Orange ou je ne sais pas qui, sur un projet. Un projet, vous développez avec eux une offre, une solution, souvent en tant que prestataire ou sous-traitant. Et ils font appel à vous parce qu'ils ne savent pas faire en interne. Et de fil en aiguille, si le projet est jugé stratégique, la relation va se transformer. Alors ça, c'est pas vrai tout le temps. Parce que certains ont des équipes qui sont formées comme nous, en fait, et qui sont à la recherche de projets. Et donc des projets qui sont assez connexes à la stratégie cœur business de l'entreprise. Et donc ces projets qui sont définis de manière très différente souvent les groupes, quand le sujet est défini comme stratégique, l'entreprise, le groupe, le corporate, va pouvoir investir en disant aujourd'hui on n'a pas de projet ensemble, de projet opérationnel, mais c'est un axe de développement dans lequel on souhaite aller. On va vous accompagner, comme ça on va aussi apprendre à connaître le sujet. Dans ce cas-là, le retour financier sera le plus important par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les retours de fertilisation croisée. Et Stéphane, financer l'entreprise, la start-up choisie, ça veut dire prendre la participation, mettre du compte courant. Quelle forme ça peut prendre ? Techniquement, c'est exactement comme nous. Au départ, le financement peut être sous forme de je vous achète un projet. Donc je vous fais un chèque pour vous permettre de développer telle ou telle solution pour moi. Ça peut être la première étape, c'est pas toujours.
Mais au final, s'ils font vraiment du corporate, ils deviennent actionnaires. Généralement de manière minoritaire. L'objectif n'est pas toujours de vous acheter, loin de là. Et en étant minoritaire, au moins ils ont accès à l'information et par un certain biais, des fois ils essayent d'orienter un peu votre roadmap produit, roadmap R&D, voire roadmap stratégique global. Mais surtout, ils travaillent en confiance avec vous. À partir du moment où ils vous financent, s'ils sont sur des projets en commun avec vous, ils savent que tant qu'ils vous financeront, ben, le projet ne tombera pas à l'eau parce qu'ils seront derrière pour remettre au pot. Voilà, donc voilà, le mode de financement, c'est un financement très proche du nôtre. Hein. Le CVC est concurrent du fonds traditionnel? Oui, ouais, totalement. C'est un concurrent. On est concurrents et complémentaires, puisqu'on ne va pas du tout apporter les mêmes choses. Quand on fait des deals en commun, on en a un certain nombre. Eux, ils sont vraiment très orientés métier. Métier dans le sens où je suis un professionnel du secteur, j'ai donc les relations chez les clients directement, je peux vous mettre en relation, donc vous. J'ai les relations chez les fournisseurs, je peux aussi vous mettre en relation. Et souvent, j'ai des équipes commerciales qui sont disséminées un peu de partout sur la planète. Et donc, je vous accompagne avec moi et on va vendre ensemble. Ça, c'est... voilà. Certains sont très interventionnistes. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ils s'immiscent un peu dans votre stratégie, dans votre mode de gestion, même s'ils n'ont pas le droit de le faire techniquement. Ils vont essayer au maximum de vous influencer pour faire en sorte que la direction que vous preniez soit la direction qui les arrange le mieux. D'autres, pas du tout. Donc, ça, je mets ou non. Certains recherchent les synergie métier, et d'autres font là beaucoup plus sur la partie financière en me disant j'ai fait un investissement et c'est ma filiale dont je connais par cœur, mais je recherche en premier lieu le retour financier. Là, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Souvent, ils sont bien structurés et ils peuvent vous accompagner. Et ça, c'est un vrai plus. Et ça, je l'évoquais un peu plus tôt. Ce sont des financiers aussi, parce que la structure, elle est là pour montrer qu'elle est rentable, même s'il n'y a pas que le rapport financier. Et donc, ils vont alors j'ai dû couper la phrase, je joue un R tout seul, mais ils vont essayer d'avoir un retour et limiter leur risque d'une certaine manière, leur risque de R&D et leur risque d'innovation. On peut citer, sans trahir le secret, dans la région, il y a le numéro 2 des transporteurs de conteneurs mondiaux, oui, qu'on peut citer, qui s'appelle CMA, ouais, qui est à Marseille, mais qui radie sur le monde entier, qui est coutumier du fait. Il a créé, je crois, son propre accélérateur. Il incube, il accélère des startups dans lesquelles, lorsqu'il a fait son choix, il met de l'equity. Donc il fait son marché dans son incubateur, en quelque sorte. Exactement. Et nous, on a vu un certain nombre de projets en commun avec eux, où ils étaient actionnaires, souvent sur des tickets relativement modestes, en termes de montant d'investissement. Mais ils sont très présents. Alors eux, je ne pense pas qu'ils aient créé un fonds à proprement parler, j'ai l'impression qu'ils sont en direct. Exactement. En revanche, il y a une autre forme d'open innovation que je n'aborderai pas aujourd'hui, c'est la partie incubation, hôtel d'entreprise et autres accélérateurs. Ça, c'est une stratégie qu'on avait pris nous en interne au groupe CIC avec les équipes qui sont là-bas, notamment avec un positionnement où on accueille, on a un hôtel d'entreprise à Marseille, où on accueille les entreprises et on baigne dans ce terroir de l'innovation. On a la même chose à Lyon. Donc on en a 2 aujourd'hui, ça s'appelle la place de l'innovation. Voilà. Bientôt à Nice, non? Il n'y a pas un projet ouais, alors je ne sais pas où on en est, mais je ne crois pas qu'on se soit... Pas encore, Béatrice ouais. C'est pas d'accueillite. Vous êtes obligé de le faire maintenant, c'est dit. Ouais, voilà. Sophia. Hein. Peut-être pour terminer sur les avantages, effectivement. L'avantage de la startup, parce qu'il n'y a pas que des avantages pour le groupe. Hein. L'avantage, c'est de pouvoir tester son offre. Le partenaire est souvent un client. C'est un client qui va valider ce que vous avez fait, qui va vous aider à progresser, comme avec un client classique, sauf que vous avez ce lien particulier qui fait que vous avez besoin tous les deux de réussir. Ça peut être la validation d'une stratégie go-to-market, puisque en tant que client, ils testent,
il évalue et il contre-propose. J'ai parlé de la force commerciale qui est à votre disposition, pas toujours, hein, mais par moment. Et ça, c'est quand même un certain soulagement, puisque dans la plupart des startups qu'on finance, la techno est bonne. Ce qui pêche souvent, c'est la manière de vendre le produit. Et quand on a des forces commerciales qui sont pléthoriques, à laquelle on rajoute simplement un produit de plus à l'offre, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Il y a deux, trois risques tout de même dans ces relations-là. Si je devais résumer tout ça, je dis il faut tout définir au départ. Puisque en laissant rentrer quelqu'un dans votre capital, quelqu'un qui n'est pas un pur financier, donc qui n'a pas d'autre intérêt que votre réussite à vous et qui a ses intérêts à lui, vous exposez à un certain nombre de dérives. Et donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est notamment quand vous constituez votre board, c'est de faire attention à la place que vous donnez, au rôle que vous donnez à ce corporate et à sa capacité de prendre des décisions. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour certaines décisions stratégiques, on l'exclut du board, donc il n'a pas le droit de vote. Pour certaines discussions, il est même carrément absent. Pour dire notamment quand on discute avec des concurrents de cet actionnaire-là, il ne faudrait pas qu'il soit au courant parce qu'il a accès à l'information qui peut être préjudiciable, soit qu'il s'y oppose. Et donc à partir de là, on l'exclut. Et notamment quand on parle d'exit, il peut y avoir un fort conflit d'intérêt entre l'intérêt d'actionnaire qu'il peut avoir et l'intérêt du groupe qu'il est derrière. Et donc pour éviter tous ces conflits, il ne participe pas du tout à la conversation, aux échanges, et tout ça est régi dans le pacte actionnaire en disant voilà, dès le départ, il faut que les choses soient claires. On a chacun un rôle à jouer et il y a des éléments sur lesquels on ne travaillerait pas en tant qu'actionnaire classique. Voilà, c'était les grands écueils à éviter. Merci beaucoup Stéphane. On peut vous applaudir pour cette intervention sur l'open innovation. Et en conclusion, on a souvent l'habitude de dire en ce moment que le champion du monde de l'open innovation, c'est Tesla, qui a ouvert tous ses brevets au monde entier, puisqu'il n'a pas de concurrent. Il ne veut pas en avoir peur. Et on prend souvent comme exemple aujourd'hui ce que fait Tesla en matière d'open innovation. Oui, alors Tesla est globalement l'open source. On est un peu sur le même état d'esprit, c'est de dire finalement, au lieu de développer mon bout de code chez moi, il est public et tout le monde participe et tout le monde progresse. On est exactement sur la même philosophie. Voilà. Sauf que là, ça va un peu plus loin. L'entreprise met des billes dans votre capital, etc. Mais c'est ça, le sujet, c'est de dire on est meilleur à plusieurs que tout seul. Parfait. Merci Stéphane. Vous pouvez, si vous le voulez, rester avec nous parce qu'on va aborder, mesdames, messieurs, le dernier thème, parce qu'il est lié à tous les autres de ce FeedMed et je vous sais gré encore d'avoir été parmi nous ce matin.